Le 30 avril 1919, la délégation japonaise qui siège parmi les vainqueurs de la Première Guerre mondiale sera humiliée de la conférence de paix de Paris. Les États-Unis et l'Australie viennent de refuser officiellement la demande de l'Empire du Soleil Levant d'inscrire l'égalité des races dans la charte de la Société des Nations, et ainsi de reconnaître le Japon comme l'égal des autres grands de ce monde. Membre de la délégation, le prince Fumimaro Konoe s'indigne de la trahison de ses alliés occidentaux et prophétise « La paix à laquelle nous invitent les Anglo-Américains n'est rien de moins qu'un statu quo destiné à servir leurs intérêts. La vraie nature du conflit actuel est une lutte entre des puissances établies et des puissances non établies. Le Japon n'aura pas d'autre choix que de détruire ce statu quo pour espérer survivre. Exactement comme l'Allemagne. » 20 ans plus tard, le Japon s'engage à son tour dans une guerre totale contre ses anciens alliés, un conflit atroce qui mènera l'Empire au chaos et à la destruction. Bien que le Japon impérial ait tenu un rôle de second plan pendant la Première Guerre mondiale, le conflit constitue une étape charnière pour ce pays. À la fin de la Grande Guerre, le Japon devient une puissance mondiale de premier ordre. Et en même temps, c'est un moment de bascule qui va contribuer à amener la nation dans une spirale de violence jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. La participation du Japon à la Grande Guerre se situe en plein dans une histoire fascinante, où un pays féodal et vulnérable à la colonisation devient une puissance mondiale en quelques décennies à peine. Pour se moderniser, l'Empire du Japon s'est notamment appuyé sur un vaste service de renseignement et d'espionnage. Des figures comme Akashi Motojiro, surnommé plus tard le Lawrence d'Arabie japonais, ont mené des opérations secrètes derrière les lignes russes pour déstabiliser le pouvoir tsariste. Plus d'un siècle plus tard, on ne parle plus de lignes de front, mais de pare-feu et de géorestrictions. Et si vous pouviez, vous aussi, vous téléporter discrètement derrière les lignes ennemies. Ça m'amène au sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. C'est une unité de contre-espionnage dans votre poche. Votre adresse IP est masquée, votre connexion chiffrée et vos mouvements invisibles. Ce logiciel crypte vos données, vous rend invisible aux yeux d'acteurs malveillants et vous permet de changer de pays en un clic pour accéder au contenu bloqué comme si vous étiez sur place. Ainsi, vous pouvez accéder à des films comme Das Boot en Allemagne, Passchendaele au Canada ou encore They Shall Not Grow Old en Suisse. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est le fournisseur de VPN le plus recommandé sur le marché avec une note excellente sur Trustpilot. Ses plus de 11 000 serveurs dans 100 pays sont l'arrière-base parfaite pour tous vos déplacements numériques et vos missions secrètes de streaming, de navigation ou de téléchargement sécurisé, même sur les réseaux de Wi-Fi public lorsque vous êtes à la bibliothèque et essayez de consulter des documentaires à l'étranger. L'application est disponible sur tous les systèmes d'exploitation et peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps pour vous, ce qui vous permet de rester anonyme 24 heures sur 24 et de partager votre abonnement avec vos amis ou avec votre famille. Via le lien dans la description, vous bénéficiez d'une réduction de 83% et vous obtenez également 4 mois gratuits. Avec une garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support client 24/7, vous pouvez l'essayer et poursuivre si vous en êtes satisfait. Alors protégez vos données avec leur offre 4 mois gratuits et 45 jours satisfaits ou remboursés. Retrouvez le lien dans la description et maintenant retour à la vidéo. Le 8 juillet 1853, le commodore Matthew Perry pénètre dans la baie d'Edo, l'actuelle Tokyo, à la tête d'une escadre de guerre américaine et force l'ouverture du Japon au commerce international. C'est la fin de 2 siècles d'un relatif isolationnisme, ou sakoku, littéralement fermeture du pays, sous la direction du shogunat Tokugawa. Entre 1854 et 1861, les grandes puissances occidentales imposent au Japon une série de traités inégaux. Celui-ci doit ouvrir ses ports et son économie aux étrangers. L'Empire fait l'amère découverte de la diplomatie de la canonnière. Cette ouverture forcée bouleverse l'échiquier politique du Japon. Le Bakufu, dictature militaire du shogun, est totalement déstabilisé par l'irruption de l'Occident dans ses affaires. Les 2 siècles qui viennent de s'écouler ont été marqués par une période de stabilité politique, de croissance économique et de début d'industrialisation, et surtout de grande rigidité sociale derrière un système féodal constitué de castes. En bas, les paysans, les artisans et les marchands. En haut, le bushi, les castes guerrières comprenant les samouraïs, les daimyo ou seigneurs locaux, et le shogun.
L'ouverture du Japon bouleverse en profondeur toute la société, bouscule les modes de vie, divise le pays entre ceux qui s'accrochent à la tradition et ceux qui embrassent les modes de vie à l'occidental, portent le costume 3 pièces, arborent des coupes de cheveux courtes et se mettent à manger du bœuf, ce qui est une hérésie dans la société bouddhiste et shintoïste de l'époque. Discrédité par son impuissance face aux Occidentaux, le shogunat perd en influence et en 1868, à l'issue de la guerre de Boshin et de la révolution Satsuma, l'empereur reprend les rênes du pouvoir. Une nouvelle ère s'ouvre, l'ère Meiji, ou gouvernement éclairé, et le 6 avril 1868, le serment impérial est proclamé pour annoncer les objectifs du nouveau pouvoir. Ouvrir la vie politique aux débats et aux assemblées, abolir les systèmes de caste et de privilèges, encourager l'esprit d'entreprise dans toutes les strates de la population, rechercher la modernité et renforcer et enrichir le Japon par l'ensemble des savoirs du monde. Tout cela a pour but de faire du Japon une grande puissance sur le modèle occidental et surtout reconnu en tant que tel. Il faut pour cela devenir un acteur respectable suivant les standards des autres et être suffisamment puissant pour garantir sa propre sécurité. Le pays s'industrialise à marche forcée et après des débuts difficiles connaît une très forte croissance à partir de 1880. Le gouvernement achète à crédit du matériel à l'étranger et nationalise des anciennes industries issues de l'ère shogunale. Des conglomérats d'entreprises ou tsabaitsu comme Mitsui et Mitsubishi se forment et sont le fer de lance d'une industrie en plein essor. Le pays se couvre de lignes de chemin de fer et de télégraphe et la production de charbon et de cuivre explose. Cette transition éclair ne se fait pas sans remous. Les conditions de vie des travailleurs sont très dures dans les mines et sur les chantiers de chemin de fer. Avec l'émergence d'une classe ouvrière, le Japon s'ouvre aux idées socialistes et anarchistes, qui s'opposent aux tsabaitsu qui cherchent à amener un pouvoir oligarchique. Dernière pointe du triangle, la classe dirigeante qui défend un pouvoir fort et centralisé autour de l'empereur Meiji. Largement endetté, le pays dépend totalement des capitaux étrangers et connaît de réguliers épisodes d'inflation que le gouvernement tente de juguler en créant la Banque du Japon en 1882. Le 11 février 1889, le pays se dote d'une constitution inspirée des monarchies britanniques et allemandes. Le pays dispose désormais d'un gouvernement à l'européenne et d'un parlement qui vote les lois et le budget. L'empereur Meiji conserve un pouvoir fort, il contrôle directement le gouvernement et l'armée. Celle-ci est un outil central au service de l'affirmation du nouveau régime, aussi bien pour asseoir le pouvoir impérial à l'intérieur du Japon que pour le défendre des menaces extérieures. Depuis 1873, c'est une armée de conscription avec un service militaire d'une durée de 3 ans. Largement modernisée avec l'aide de conseillers militaires européens, l'armée de terre se réorganise sur le modèle prussien et la marine s'inspire de la Royal Navy. L'Empire affirme sa puissance diplomatique en envoyant des missions d'ambassade dans le monde entier, ainsi que des étudiants et intellectuels en voyage. Ces derniers parcourent l'Europe et les États-Unis pour y amasser un maximum de connaissances, découvrir des innovations, acquérir des procédés technologiques et les ramener au Japon. Cette stratégie est appelée le Wakon Yosai, associé esprit nippon et savoir-faire occidental. Il faut moderniser le Japon le plus vite possible pour lui donner les moyens de survivre. Le Japon a vu ce qui s'était passé de l'autre côté de la mer. Le 19e siècle a été apocalyptique pour la Chine, traditionnelle superpuissance asiatique, qui a été dépecée par les puissances occidentales. La dynastie des Qing a subi une série d'humiliations culminant avec la mise à sac du palais d'été par le Royaume-Uni et la France en 1860 et avec la révolte des Taiping au cours de laquelle entre 20 et 30 millions d'individus perdent la vie. À partir de 1890, le Japon est prêt à projeter sa puissance à l'extérieur et braque son attention sur la Corée. Depuis des siècles, la Chine et l'Empire du Soleil Levant rivalisent pour asseoir leur zone d'influence dans cette péninsule stratégique, qui constitue une rampe de lancement parfaite pour envahir le Japon. En 1894, une révolte paysanne éclate en Corée qui pousse le gouvernement à demander l'aide militaire de la Chine. Le Japon en profite pour intervenir à son tour. Après des semaines de tension, la guerre sino-japonaise éclate. Les armées du Japon infligent une série de défaites cuisantes sur terre et sur mer à la Chine. Le 17 septembre, la flotte modernisée du Japon remporte une victoire éclatante sur le fleuve Yalu. Et le 12 février 1895, l'armée de terre nippone remporte la victoire décisive de Wei Ai Wei.
Entre-temps, l'armée impériale a commis un premier crime de guerre en Chine, en massacrant la population civile de Port Arthur, ce qui crée un sinistre précédent dans l'histoire des relations des deux pays. C'est maintenant au tour du Japon d'imposer un traité inégal à la Chine. Celle-ci doit renoncer à son influence en Corée, doit céder l'île de Formose, l'actuelle Taïwan, et doit payer d'importantes réparations de guerre à Tokyo. Cette victoire déclenche une vague importante de nationalisme au Japon, mais les festivités coupent court lorsque les puissances occidentales interviennent pour freiner les ardeurs de l'Empire. Le Japon doit rétrocéder une partie de ses gains à la Russie, qui avance son influence dans la région, au travers de la construction du Transsibérien. L'Empire tsariste obtient également la concession de Port Arthur, ce qui lui fournit un accès très précieux aux mers chaudes. L'Empire comprend à quel point il est isolé sur la scène internationale. Pour atteindre ses objectifs, il va falloir faire preuve de patience et d'habileté. Pour l'instant, le Japon doit patienter. Les fondations de sa puissance nationale doivent être consolidées et nous devons observer et attendre l'opportunité en Orient, qui ne manquera pas de se présenter un jour. Quand ce jour arrivera, le Japon décidera de son propre destin. Il pourra non seulement tenir en respect les puissances qui cherchent à se mêler de ses affaires, il pourra même, si cela s'avérait nécessaire, se mêler de leurs affaires. Dans les années qui suivent, le Japon triple ses dépenses militaires tout en cherchant à renforcer sa coopération avec les puissances occidentales. Pour bien se faire voir, l'Empire contribue largement à réprimer la révolte des Boxers entre 1899 et 1901 qui menaçait les intérêts de 8 nations occidentales en Chine. En 1902, l'Empire obtient enfin une victoire diplomatique et signe un traité d'alliance avec Londres, avec pour objectif de contenir l'avancée russe en Asie. Des tensions avec la Russie au sujet de la Mandchourie conduisent à la guerre russo-japonaise de 1904-1905. Durant celle-ci, le Japon fait étalage de sa nouvelle puissance, inflige une défaite sur terre à l'armée de Nicolas II à Mukden et surtout pulvérise sa flotte lors de la bataille de Tsushima. C'est un coup de tonnerre. Une nation supposée inférieure vient de défaire une superpuissance traditionnelle non seulement grâce à une puissance de feu supérieure, mais également grâce à une meilleure compréhension de la guerre moderne que leurs adversaires. Le coût de cette guerre est exorbitant, avec 100 000 morts sur plus d'1 million d'hommes mobilisés et une nouvelle vague d'inflation liée aux dépenses militaires. Ainsi, lorsque le Japon doit modérer ses demandes lors du traité de paix de Portsmouth et n'obtient aucune réparation de guerre, le mécontentement interne est énorme. Des émeutes massives éclatent à Tokyo en septembre 1905 et 30 000 Japonais marchent sur le palais impérial. Pendant 3 jours, la ville est mise à sac. 350 bâtiments gouvernementaux sont endommagés ou détruits. Et les étrangers sont attaqués. C'est le début de l'ère de la violence populaire qui durera 13 ans. Cette guerre marque également l'avènement d'un nouvel acteur à part entière dans la vie politique, aux côtés de la classe dirigeante, des tsabaitsu et des socialistes. C'est l'armée, qui devient une composante à part entière de la vie politique et commence à dresser ses propres objectifs. En 1907, le Japon formalise un plan de défense nationale qui définit une zone de souveraineté autour de l'archipel japonais et un cordon sanitaire pour défendre le sol national. Lorsque la Corée est annexée en 1910 et devient un territoire du Japon et non plus une colonie, le cordon sanitaire s'étend à la Mandchourie et donc le collimateur de l'Empire se braque à nouveau sur la Chine. La population nippone est passée de 33 à 52 millions d'habitants en 40 ans, et l'Empire a besoin de nouvelles ressources agricoles, de charbon et de fer. La Mandchourie est riche de ses matières premières, et de 1910 à 1914, le Japon y avance ses intérêts. Il y installe des colons, y construit des postes de police, des hôpitaux et des écoles, et y crée la Société des chemins de fer de Mandchourie du Sud, un quasi-État dans l'État. Vu du Japon, la Grande Guerre peut se voir comme un conflit entre membres d'un même bloc menaçant dont il faut se protéger. Tous les principaux belligérants possèdent des comptoirs en Chine et des intérêts dans la région, et la guerre constitue pour le Japon une occasion en or pour étendre sa propre sphère de domination dans la région. En août 1914, le ministre des Affaires étrangères est le très influent baron Kato Komei. Le baron identifie la fenêtre d'opportunité et prend en main la diplomatie japonaise vis-à-vis des puissances occidentales. Il calcule soigneusement ses options pour combler le vide laissé dans la région par les puissances européennes trop occupées à se battre sur le vieux continent, et donc pour avancer les intérêts japonais en Chine. La diplomatie nippone penche rapidement du côté de l'entente. D'une part, elle mise sur la victoire à terme de la France, du Royaume-Uni et de la Russie.
D'une autre, les relations avec l'Allemagne sont exécrables. Depuis la victoire contre la Chine en 1894 et encore plus après la guerre russo-japonaise, l'idée du péril jaune s'est répandue en Europe et aux États-Unis. La crainte que les Japonais imposent leur domination sur les Chinois, les modernisent et deviennent ainsi la première puissance mondiale. Le Kaiser Guillaume II a largement contribué à véhiculer cette idée. Il serait même à l'origine de l'expression « Gelbe Gefahr » en allemand, qu'il aurait popularisé en faisant circuler une estampe représentant la nécessité pour les nations occidentales de s'unir face à la menace venue d'Extrême-Orient. Depuis 1898, l'Empire allemand possède également le port de Tsingtao dans la péninsule du Shandong, qui fait face à l'archipel nippon et à la Corée. Il y entretient une petite flotte de guerre, ce qui déplaît fortement au Japon. Tokyo active le traité d'alliance avec l'Angleterre signé en 1902, confirmé et étendu en 1905 et 1911. Le 15 août 1914, le Japon envoie un ultimatum au gouvernement allemand, sous le prétexte de sauvegarder la paix en Extrême-Orient. L'Allemagne est sommée de retirer ou de désarmer ses navires de guerre des eaux japonaises et chinoises, et de remettre aux autorités japonaises toutes ses possessions dans la péninsule du Shandong, des territoires qui devront ensuite être rétrocédés à la Chine. L'Empire allemand ignore l'ultimatum et le 23 août à midi, le Japon se considère en état de guerre avec l'Allemagne. Dès le 27, la flotte impose un blocus autour du port allemand de Tsingtao. Le 2 septembre, 23 000 soldats sous les ordres du général Kamio débarquent dans la péninsule du Shandong. Le 13 septembre, elle s'empare de la voie ferrée qui relie la base allemande à l'extérieur. Le 13 octobre, le premier combat aérien de l'histoire militaire du Japon a lieu. Le lieutenant Wada Hideo, aux commandes d'un hydravion français Maurice Farman, se bat dans les airs à coups de pistolet avec le lieutenant Gunther Plüchow, surnommé les yeux de Tsingtao par la garnison allemande. Après avoir vidé leurs chargeurs en vain, les deux aviateurs regagnent leurs bases respectives. Le 31 octobre, les Japonais entament le siège et commencent à bombarder la forteresse. Le 6 novembre, les troupes nippones s'emparent des hauteurs autour de la ville et rendent la place intenable. Les 4500 soldats allemands du général Waldeck se rendent le 7 novembre. Il s'agit de la seule bataille terrestre livrée par l'armée japonaise pendant la Grande Guerre. En parallèle, la flotte japonaise s'empare des possessions de l'Empire allemand dans le Pacifique, comme les îles Marshall et les Mariannes. En 1915, le Japon a enfin l'occasion d'avancer ses pions en Chine. Ses troupes occupent la région du Shandong et y contrôlent le commerce chinois. La toute jeune et fragile République de Chine, proclamée en 1912, est sur le point de sombrer dans la guerre civile. Le 18 janvier, Tokyo soumet au gouvernement chinois une liste de 21 demandes qui ont pour objectif de donner au Japon le contrôle d'une partie de l'économie chinoise, de son réseau de chemin de fer, des concessions minières et surtout le droit de contrôler la police et de nommer des conseillers auprès du gouvernement chinois. Tout ceci revient à faire de la Chine un État fantoche à la solde de Tokyo. Les États-Unis et le Royaume-Uni conseillent au Japon de modérer ses demandes, mais au final, la Chine est contrainte de signer le 25 août des accords qui confirment l'annexion de Tsingtao et octroient à Tokyo des droits sur les chemins de fer et des intérêts spéciaux en Mandchourie. Fin 1915, le Japon a globalement atteint ses objectifs de guerre. À partir de là, sans déployer de troupes sur les fronts européens ou contre l'Empire ottoman, l'Empire tient un rôle de support a priori secondaire mais tout de même important dans un conflit où les ressources des différentes nations sont mobilisées à l'extrême. À la demande de la Royal Navy, le Japon déploie 2 escadres en Méditerranée à partir de la fin 1916, soit un total d'une quinzaine de navires de guerre. L'escadre spéciale numéro 2, commandée par l'amiral Sato Kozo, s'illustre particulièrement dans une mission de protection des convois alliés en Méditerranée. Elle effectue 348 sorties, escorte 788 navires et 700 000 soldats. Au final, elle sauve 7075 naufragés jusqu'à la fin du conflit. Son principal fait d'armes a lieu le 4 mai 1917. À 10h du matin, le navire Transylvania, qui transporte des troupes alliées à destination de l'Égypte, est touché par une torpille tirée par un sous-marin allemand dans le golfe de Gênes. 2 destroyers de l'escadre spéciale interviennent, Matsu et Sakaki. Matsu accoste le Transylvania et commence à embarquer des troupes, tandis que Sakaki tourne en rond pour forcer le sous-marin à rester immergé, le neutralisant. La mission permet de sauver de la noyade 3000 des 3300 passagers à son bord. Ce qui fait dire au commandant du Transylvania, Gerald Dickens: «
Alors que les Italiens sont inefficaces, les Français peu fiables, les Grecs hors de l'équation et les Américains trop éloignés, les Japonais sont excellents, mais peu nombreux. Sa coopération avec les flottes de l'Entente et surtout avec la Royal Navy fait gagner une expérience très précieuse à la marine impériale. Elle capture et ramène 7 U-boats allemands au Japon en guise de trophée de guerre. Ceux-ci serviront de prototype en vue de la création d'une flotte de guerre sous-marine. En 1918, le Japon devient la 3e puissance maritime mondiale. Sur le front européen, le Japon envoie des équipes médicales, souvent via la Croix-Rouge, afin d'assister les médecins de l'Entente. On retrouve ainsi des docteurs et des infirmières nippones dans les hôpitaux militaires en France et en Russie, ainsi que des observateurs médicaux envoyés pour étudier la médecine de guerre occidentale et en rapporter de précieux enseignements. Des missions d'observation sont également déployées en Europe pour étudier les innovations technologiques et tactiques amenées par la Grande Guerre et les diffuser dans l'armée japonaise. Les exportations nippones quadruplent pendant la guerre et des capitaux étrangers affluent. L'industrie doit largement augmenter sa production pour soutenir l'effort de guerre. On retrouve ainsi des soldats équipés de fusils japonais pendant la bataille de Verdun et l'offensive Brusilov, et le pays livre 12 destroyers à la France durant le conflit. Jusqu'alors déficitaire, la balance commerciale du pays devient largement excédentaire pour combler le vide laissé par la baisse des exportations occidentales en Asie. Mais cette hausse soudaine de la demande crée de l'inflation. En juillet 1918, le prix du riz augmente brutalement, ce qui déclenche une vague de violence sans précédent dans l'histoire du Japon moderne. Durant les émeutes du riz, des centaines d'incidents se produisent comme des attentats à la bombe contre des stations de police, des affrontements armés et des pillages d'entrepôts et d'administrations publiques. La guerre civile russe qui oppose les soviets aux Russes blancs à partir d'octobre 1917 déclenche une intervention des puissances internationales contre les bolcheviks. Sous pression de Churchill et de Clemenceau, le Japon accepte de s'impliquer militairement et le 5 avril 1918, des troupes japonaises débarquent à Vladivostok, en Sibérie. Initialement prévue pour se limiter à 8000 hommes, l'intervention japonaise prend rapidement de l'ampleur et au mois d'août 1918, les troupes nippones comptent 70 000 soldats qui occupent toute la Sibérie occidentale jusqu'au lac Baïkal. La guerre civile russe est une nouvelle occasion pour Tokyo pour avancer ses intérêts dans la région. Elle y soutient les troupes de l'amiral Kolchak. Officiellement, son but est de protéger le matériel allié, de favoriser l'évacuation des Russes blancs et de la Légion tchèque. Officieusement, c'est une opportunité pour sécuriser sa frontière en établissant une zone tampon avec l'URSS, voire d'annexer de nouveaux territoires. L'intervention japonaise dure jusqu'en 1922 et l'Empire finit par rembarquer sous la double pression de l'avancée de l'armée rouge et des puissances internationales qui cherchent une politique d'apaisement avec Moscou. 5000 Japonais sont tués dans cette intervention qui coûte au Japon 900 millions de yens. À l'issue de la Grande Guerre, le Japon est aux côtés des vainqueurs et émerge comme une puissance de premier plan. Une délégation japonaise menée par le duc Saionji Kinmochi siège parmi les alliés à la conférence de paix de Paris en 1919. Elle y obtient un mandat pour occuper les possessions allemandes en Asie ainsi qu'un siège permanent au Conseil de la Société des Nations, nouvellement créé. Pour sceller son statut de grande puissance, égale aux Occidentaux, la délégation soumet une proposition d'intégrer l'égalité raciale dans la charte de la SDN, demandant que les nations membres reconnaissent l'égalité de traitement entre les nations, sans distinction de race ou de nationalité, une préoccupation à la fois morale et répondant à des objectifs très concrets. La fin des discriminations contre les Japonais résidant aux États-Unis, notamment en Californie, la suppression des inégalités dans les colonies occidentales en Asie, et surtout la volonté du Japon d'être enfin reconnu comme une puissance civilisée à égalité avec les autres grandes nations. Une proposition qui dans un premier temps est votée à la majorité. Cependant, le président américain Wilson s'interpose et demande que cette charte soit votée à l'unanimité. Woodrow Wilson est un personnage trouble, et il est le président d'une nation qui est marquée par la ségrégation raciale. Un second vote a lieu. L'Australie et les États-Unis rejettent cette proposition, et la délégation japonaise repart humiliée. C'est un tournant majeur. La presse japonaise et l'opinion publique réagissent très mal. L'idée qu'en dépit de tous ces efforts, le Japon ne sera jamais l'égal des puissances occidentales s'impose et nourrit une rhétorique nationaliste et militariste qui a pour objectif de poursuivre une politique d'expansion en Asie et de mettre fin à l'impérialisme occidental. Les factions dominées par l'armée deviennent de plus en plus vindicatives
et la vie politique du pays se brutalise. En mars 1921, le premier ministre Hara Takashi est poignardé à Tokyo par un ultranationaliste pour avoir tenté de juguler le poids politique de l'armée en Corée. C'est le premier acte d'une longue série de violences politiques qui vont accompagner la prise de pouvoir progressive des militaires. 10 ans plus tard, en 1931, le Japon envahit la Mandchourie, ce que l'on peut voir comme l'un des grands préludes à la Seconde Guerre mondiale. Merci à Cyberghost VPN d'avoir sponsorisé cet épisode. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour obtenir l'offre réservée aux abonnés, bénéficier d'une protection totale pendant votre navigation et un accès complet à tout le contenu bloqué sur internet pour seulement 2,03 € par mois. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.